Alors bonjour et merci pour cette invitation. Moi l'Orléanais, je suis donc de l'Université d'Orléans avec une triple casquette, enseignant bien évidemment dans un parcours de master qui s'appelle Création numérique et didactique. Vous voyez un petit peu déjà le lien avec l'accessibilité, avec une casquette de référent handicap dans mon UFR LLSH et j'ai l'immense honneur de suivre tous les 10, d'assurer le suivi de tous les 10 de l'université. J'ai bien dit tous les 10, c'est-à-dire tous ceux qui ont des troubles spécifiques du langage écrit et ou oral, pas juste les dyslexiques. Et parfois, d'une composante à l'autre, je sors de ma zone de confort. Je sors de ma zone de confort et je vais peut-être être un peu le petit poil à gratter de l'après-midi, parce que vous avez vu que j'ai mis accessibilité raisonnée. Il y a des choses qui sont bonnes pour les 10, mais il y a des choses aussi qui ne sont pas bonnes. C'est ça que j'aimerais voir avec vous, c'est qu'on essaye de séparer un petit peu les choses. Bon, vous n'y échapperez pas, quelques chiffres. En 2020-2021, nous avions 384 dossiers d'étudiants en situation de handicap. 117 étaient pour les 10. Vous voyez donc une large proportion. Et vous voyez qu'entre 2015 et 2021, une légère augmentation de 160%. Tout ça pour me plaindre et vous dire que j'ai énormément de travail de suivi. Bon, blague à part, on ne peut pas en faire l'économie du suivi de ces étudiants, bien évidemment. Hop là, je vais prendre le bon vieux clavier. Ce qui nous a amené à la création de deux choses. Tout d'abord, un petit parcours où je mets à disposition des outils. Tout à l'heure, nos collègues disaient ils ont une méconnaissance des outils qui sont à leur disposition, mais c'est vrai, véritablement. Ils ignorent des choses, même basiques, qui pourraient leur rendre un service énorme. Donc j'essaye de mettre ça à leur disposition. Pour ce faire, dès qu'il y a des réunions de rentrée, quel que soit le niveau, un petit flyer leur est distribué avec un petit QR code qui les emmène directement vers le parcours, et aussi avec un petit alias Unidis Univ Orléans, où ils peuvent justement me poser toutes les questions. Donc c'est peut-être une petite réponse tout à l'heure à ce qui était demandé, comment essayer de les amener aussi. Voilà, il y a le petit flyer qui les suit, on a fait un petit marque-page, ah tiens, je le vois, je le revois, et au bout d'un moment, je vais peut-être franchir le pas et aller demander de l'aide. Et puis, il y a les enseignantes et les enseignants, vous verrez que ça va être aussi une partie de mon raisonnement, parce que je trouve qu'on a beaucoup parlé des étudiants, des étudiantes, à juste titre, attention, bien évidemment, mais et les enseignants et les enseignantes, comment on pourrait faire aussi pour les aider. J'aimerais vous toucher un petit peu deux mots de cela. Donc, nous avons une formation qui est sur 4 semaines, que j'étends à 6, formation en ligne, qui vise à comprendre le concept de compensation et toute la fatigabilité qui va avec. On l'a vu avec la jeune fille, là, tout à l'heure dans la vidéo, on voit bien qu'elle finit dans un sale état quand même, face aux documents, et comment, bien sûr, nous pouvons les aider. Problème, et c'est là que je deviens peut-être le petit poil à gratter de l'après-midi. J'aurais pu l'intituler « L'enfer est pavé de bonnes intentions ». C'est-à-dire que quand je suis les revues, les réseaux sociaux, les préconisations qui sont faites par les ministères, avec des documents très officiels, je m'aperçois qu'on n'a pas toujours une approche raisonnée, d'où mon titre, scientifique d'un certain nombre de choses. Et dans mes recherches, je me suis souvent heurté en me disant, mais finalement, est-ce que ça fonctionne, ne fonctionne pas? Quand on n'est pas 10, on ne peut pas se positionner. Donc là, c'est pas dur, je vais chercher les étudiants de l'université et je leur pose la question, je leur demande de mettre des mots sur ce qu'ils vivent. Et ce sont ces mots, en fait, qui vont accompagner mes réflexions cet après-midi devant vous. Et je vais essayer de trancher un petit peu les choses. Un petit rappel, nous l'avons dit dans notre journée, mais peut-être pas assez. Nous avons affaire à un handicap invisible. Et du coup, la réaction des enseignants et des enseignantes n'est pas forcément la même que par rapport à quelqu'un qui a une canne blanche ou qui est en fauteuil. Je pense qu'en termes de représentation, notamment numérique, il y a tout un tas de choses qui se jouent, ou plutôt qui ont du mal à se jouer, pour trouver les compensations. Je réfère à la conversation que nous avons eue tout à l'heure sur les aménagements par rapport à l'orthographe. Moi qui suis à l'origine diplômé de lettres, oui, je vois bien toute la problématique et je souscris à ce qui a été dit pour revoir la problématique sous un autre angle. Alors, il fait chaud, on est en fin d'après-midi,
Un peu de simulation. Moi, je voudrais que vous le viviez dans votre chair, ce problème, que véritablement vous ressentiez ce que ressentent nos étudiants. Tout à l'heure, vous avez eu un petit embryon avec la jeune fille, avec du texte qui bougeait, changeait, etc. Mais je voudrais vraiment vous le faire vivre. Alors c'est parti, on va jouer un petit peu, jouer entre guillemets. Tout simplement, dans quelques instants, je vais vous donner le descriptif d'un appareil électrique. Somme toute, rien de plus facile à lire. Et à la fin, il y a une question. J'aimerais que vous répondiez à la question. Pour ce faire, cette lecture, je vais vous donner 1 minute, ce qui serait le temps alloué à un normolecteur, c'est-à-dire le temps qu'on allouerait dans le cadre d'un cours. Tout le monde est prêt? Concentré? 200%? C'est parti. Déjà 30 secondes. Alors moi, je vous ai regardé. J'ai le beau rôle dans l'histoire. Je vous ai regardé. À droite, j'ai vu une grande fille qui recommençait. Elle est redevenue toute petite, comme au promettant. J'ai vu des gens très concentrés, limite du contrôle ophtalmique. Alors attendez, c'est quoi? D'accord. Des serrures crispées, bref, vous vous sentiez mal, comme se serait senti mal un 10. Et pourtant, je n'ai fait qu'une chose. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cassé la segmentation de la chaîne du langage. C'est-à-dire que plus de syllabes, plus de phrases, plus de mots, tout ça était collé. Et du coup, vous voilà plongé au cœur d'un trouble que nous connaissons bien, c'est la dyslexie. Et vous voyez bien que si je vous fais subir ça pendant 1 heure, dans quel état serez-vous? Les éventails n'y suffiront pas. D'accord ? Maintenant, je vous propose d'aller encore plus loin. Je vous propose d'emprunter les yeux d'un ou d'une dyslexique et de percevoir un support comme il le percevrait ou elle le percevrait. C'est un texte en anglais, mais vous allez voir que le problème n'est vraiment pas là. Le temps que je lance ma petite simulation. Encore plus concentré, vous êtes toujours avec moi? Alors c'est parti. Je vous mets ça en grand. Voilà. J'ai vraiment quelqu'un qui est tout petit, qui fait comme les tout petits, parce que les tout petits le disent. Mais les lettres, elles bougent. Vous voyez donc l'instabilité. Alors, bon, je mets fin, hein, vous avez compris le principe, hein, je n'ai pas besoin de montrer plus. Je reviens, vous m'accordez quelques instants à ma diapositive, d'accord ? Donc, il y a une instabilité visuelle. Alors, je vous rassure, c'est une simulation qui est l'œuvre d'un développeur ergonome suédois qui s'appelle Victor Widel. Ça se prononce certainement pas comme ça. D'accord ? Ça ne résume pas tous les dyslexiques. Mais par contre, moi, je vous ai dit que je vous ai parlé des 10. Et dans les 10, il y a les dyspraxiques visuospatiaux. Promis, je ne le fais plus. Et eux aussi ont cette instabilité. Donc vous voyez, on le sait nous tous ici, lorsqu'on travaille pour les uns, on travaille pour les autres. Hein. Je ne refais pas le topo qui a déjà été envisagé. Donc ce que je vous propose maintenant, une fois que vous l'avez ressenti, que vous avez vu quel est le problème et pourquoi la jeune fille finit dans un tel état tout à l'heure dans la petite vidéo, moi ce que je vous propose, c'est de voir quels sont les aménagements en termes d'accessibilité, mais encore une fois, on essaye de séparer le bon grain de livret et de voir ce qu'il ne faut pas prendre ou quelles sont les limites. La police, on l'a dit à plusieurs reprises, une police sans empattement, d'accord ? À partir de ce moment-là, on peut avoir une première idée, c'est de dire je ne me complique pas la vie, je prends quelque chose qui existe déjà. J'ai vu tout à l'heure passer Arial. Très bien, pas de problème. Sauf que Arial, un I majuscule et un L, c'est la même chose. Votre pronom il devient un grand 2. C'est embêtant pour des gens qui manquent de repères dans les textes.
Arial, c'est bien, mais ce n'est pas très bien. Si on ne veut pas s'embêter, mieux vaudrait prendre Verdana. Et là, on est sûr que c'est une famille de police qui va nous accompagner, smartphone, tablette ou autre. Il n'y aura pas de souci. Mais là, je commence à vous embêter. Et on se pose la question, est-ce qu'il n'y aurait pas une police pour les 10 ? Et là, vous allez, la plupart d'entre vous me répondre, oui, Open dyslexique. Et là, je commence à vous embêter. Open dyslexique, si vous ne connaissez pas, ça donne cela. La première fois que je me suis confronté à des recherches sur Open dyslexique, j'ai sondé ma centaine d'étudiants. Et là, je suis fort embêté, puisque cette centaine d'étudiants me dit « Mais nous, ça ne nous aide pas du tout. Revenez donc à Arial. » Ça interroge, vous vous dites « Là, il y a quand même quelque chose. » Et ensuite, je commence à rechercher dans le domaine de la recherche pure. Et par exemple, je tombe sur cet article de Veri et Di Liberto qui me dit « Ben non, il n'y a aucune plus-value d'Open dyslexique sur les 10. Aïe, 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 aïe. » Et là, ça commence à m'expliquer des choses sur la réaction de mes étudiants. Et depuis que je m'en occupe, il y a par exemple 2 ans, je suis allé parler de tout cela à l'école Polytech de Montpellier. J'avais un amphi rempli d'étudiants 10, la belle aubaine, pour moi c'est magnifique. Je refais toujours mon petit speech, je refais mon test. Même résultat. C'est embêtant. Donc il faudrait peut-être que nous regardions à 2 fois. Et Open dyslexique n'est pas forcément, à mes yeux, un choix judicieux. Mais y en aurait-il un choix judicieux? Une police pour les 10 existe-t-elle? La réponse est oui. La première que je vous propose s'appelle Handicap. Comme son nom l'indique, et là c'est intéressant pour nous tous, elle n'a pas été pensée uniquement pour les 10, mais pour toutes les personnes en situation de handicap. Je pense également aux déficients visuels. Voilà. Handicap est une police gratuite. Par contre, je vais être très franc avec vous, je n'avais pas anticipé, et pourtant en SDL, voilà, la phonétique, etc. Je ne sais pas si elle le fait ou le fait pas. Voilà, je ne sais pas. Voilà, donc des investigations à mener. Une deuxième police qui s'appelle Easy Reading a été également conçue pour les 10. Même chose, gratuite. D'accord, totalement réutilisable, il n'y a pas de limite. Et je pense que même si vous n'êtes pas 10 comme moi, vous sentez tout à coup, il y a de l'air qui circule, il y a du confort, la lisibilité est quand même beaucoup plus avérée. Et là, dans mes petits tests, alors après avoir fait Open dyslexique, je fais l'une ou l'autre, les étudiants me disent « Ah oui, vous savez, ça se voit hein, sur leur visage, ça se perçoit tout de suite. Là, on tient quelque chose. » Après, quand je rentre dans la différence entre les deux, j'avoue que leurs justifications sont ténues. Hein. J'arrive pas vraiment à prendre parti pour l'une ou pour l'autre, mais a-t-on besoin d'ailleurs de prendre parti? Je continue, je fais toujours le poil à gratter. La taille de la police. Tout à l'heure, j'ai vu quelque chose qui m'a un petit peu chagriné. Rappelez-vous, il y avait marqué 12 ou 14. Non, pas 12. 12, c'est pour les normolecteurs. Alors vous me direz, parfois c'est oublié avec les codas, photocopies, etc. Ça peut être oublié. Mais on ne doit jamais être en deçà de 12. Et on doit être à 14 avec les 10. Et je vais même un petit peu plus loin parce que je vois des bêtises aussi. Jamais au-delà de 14. Je vais vous dire pourquoi. Les 10 souffrent d'un empan visuel qui est réduit. Ça veut dire qu'en une fixation du regard, ils embrassent moins de caractères qu'un normolecteur. Normolecteur, hein, c'est le terme, il n'y a rien de sous-jacent hein, derrière. D'accord ? Donc, si je mets en 16 ou en 18, qu'est-ce que je fais? Je fais sortir des caractères de la zone de perception. Donc, 12, non. 14, oui. Et pas au-delà. Déjà, je suis mort. Deuxième chose, l'interligne. L'interligne relève de la segmentation. L'interligne doit être de 1,5, ni 1,15, vous savez, les produits Microsoft le proposent, ni, j'insiste, de 2, pour la raison que je viens de donner. Ici, vous avez le regard d'un dyspraxique visuo-spatial. En fait, ça se traduit comment? Il va changer de ligne sans s'en rendre compte. Donc, si jamais je mets trop d'interlignes, il perd l'interligne. Et ça, c'est mon plus grand problème. Une recherche a été menée par Johannes Ziegler à la Timone à Marseille sur l'effet du double espacement entre
les mots. Sur l'affluence, c'est, pour faire simple, notre vitesse de décodage. Avec un double espacement, on peut récupérer 20 à 25% de vitesse de lecture. Vous comprenez à quel point ça peut être vital en cours. Pas trop encore à la maison, mais en cours. C'est véritablement essentiel. Et je regrette que dans les préconisations officielles, ce texte, vous allez le voir un petit peu plus loin, hop, voilà, le texte émane du CNRS, c'est pas quelqu'un qui est passé comme ça qui a dit, eh bien, on ne l'a pas. Par contre, attention, 2 espaces, pas 3, pas 4, pas 5, lampant visuel. Je continue, bien sûr, trop vite, l'alignement à gauche, ça je n'y reviens pas, je pense que tout le monde l'a saisi, il n'y a pas besoin de redite. Mon texte, moi je suis un littéraire, j'ai été habitué à justifier, sinon c'était pas bien, donc je me soigne, mesdames, messieurs, intensément. D'accord ? Ensuite, ça aussi, il faut savoir qu'il existe l'effet de scintillement. Que se passe-t-il lorsque je lis sur un support numérique? La lumière émane du support, contrairement à ma feuille papier, et va réduire ma vitesse de lecture. Pour nous tous, ça c'est pas un problème de 10. Mais vous vous doutez bien que des gens qui sont en difficulté de lecture vont avoir encore plus de mal. Donc, un petit arrière-plan gris ou beige va limiter l'effet de scintillement. Là-dessus, je m'appuie sur les travaux de Thierry Bachineau dans son excellent ouvrage sur la lecture électronique. Donc, à penser, c'est pas grand-chose. Et en plus, nous, si nous travaillons beaucoup, ça nous évite la fatigue oculaire, ce qui est assez sympathique. Là, j'arrive encore, poil à gratter. Je suis plus catégorique que les collègues tout à l'heure. Pas d'italique. L'italique ne sera carrément pas perçu. Or, vous mettez quelque chose d'important en italique et ce n'est pas perçu. Et pas plus de gras. Pourquoi ? Rajouter de la graisse en typographie revient à réduire l'espace entre les lettres, avec même des effets qui sont plus importants que ce que je vous représente ici, des effets de chevauchement chez les 10. Donc, pas de gras, pas d'italique, oui, mais quoi? Et ça, nous l'avons déjà dit, la couleur, parce que la couleur, c'est très important, et leur cerveau est fait pour bien la percevoir. Et si la couleur pose problème, le simple soulignage, excusez-moi, je vous ai entendu parler de soulignage, j'y souscris, mais simple, parce que j'ai déjà vu des collègues en mettre 2. Et oui, mais ça alourdit encore une fois, et ça vient contrecarrer l'interligne, vous voyez. On peut très rapidement détruire, en fait, tout le bon travail qu'on s'est fait avant. Bon. Évitez les colonnes. Les colonnes entraînent plus de mouvements oculaires et plus de charge en mémoire de travail. On n'en a pas beaucoup parlé, je l'ai vu passer dans les supports des uns et des autres, mais il y a une surcharge. Évitez au maximum les colonnes avec les 10. En plus, pour vous faire sourire, certains vont passer de la ligne 1, colonne 1 à la ligne 1, colonne 2. Bon, si vous travaillez sur le surréalisme, c'est sympa. Les tableaux que nous n'avons pas encore abordés, les tableaux sont très difficiles à lire pour les 10. Pourquoi ? Parce que ça demande des compétences spatiales. Être capable de suivre une colonne ou une ligne. Ça peut vous sembler tout bête, voilà. Eh bien, ils peuvent confondre les choses, se perdre dans les données. Quelque chose de tout simple. Le cartable fantastique a été mentionné, vous pourrez y retrouver des informations là-dessus. Eh bien, il suffit de mettre de la couleur, tout simplement, par alternance. D'accord ? Par contre, n'appliquez pas des modèles, par exemple, sur Excel, parce que sur les lecteurs audio, ça peut poser problème pour les déficients visuels. Donc vraiment, vous savez, je prends le petit pot de peinture et je verse de la peinture. Vous le voyez donc, on peut amener nos étudiants et nos étudiantes 10. Ce n'est pas une catastrophe d'être 10, on peut y arriver, on peut les aider. Mais je voudrais finir dans mes conclusions en parlant des enseignants. Parce que moi, comme vous, j'aime bien le numérique, j'aime bien passer du temps, etc. Mais quand même, je m'interroge sur ça. Moi aussi, j'ai Célène. Et moi, je m'interroge si ça parle au professeur, à l'enseignante lambda. 14, ça nous parle, on est d'accord. Mais alors, préformaté, c'est tout un programme, une découverte. Est-ce bon? Moi, je manipule un petit peu le code HTML. Mais quand je suis par rapport à un titre en H5, en balise, je suis où par rapport à ça? Alors, chers collègues, j'ai fait un rêve. Le voici, mon rêve. Mon rêve, ça serait tout simplement que les choses deviennent transparentes pour les enseignants. Un bouton, alors j'ai repiqué celui de Moodle de l'accessibilité, pardon, j'en ai pas réinventé un autre, et je voudrais que ce bouton, il puisse me proposer des choix, et que donc mes choix soient bien raisonnés pour mes étudiants 10,
et pour tous les autres, mais que ça soit totalement transparent. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Je suis sûr qu'il y en a. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a déjà une question là-bas. Je remets la bonne adresse parce que... J'ai également l'adresse de Handicap, si tu peux. J'ai une question sur la police handicap. Oui. Parce que vous disiez que sur Arial, ce qui n'était pas bien, c'est que le I majuscule et le L étaient... On n'a pas vu de I majuscule dans le texte qui était donné, et le L ressemblait assez à celui d'Arial. Oui. Alors, donc voilà, c'était juste pour savoir par rapport à ça. Deux choses à dire sur Handicap, parce que vous avez bien vu que j'ai parlé sous la pression du grand monsieur, mais qui est plus là, alors j'en profite. Handicap nous offre, d'abord, il n'y aura pas ce problème donc de L et de I, d'accord. Là, j'ai pas Handicap, je suis désolé. Et il y a quelque chose que je n'ai pas eu le temps de vous dire, c'est que Handicap et Easy Reading apportent une autre donnée, c'est l'espace interlettres. Si un jour vous avez un dimanche à perdre, 10 minutes, ça suffira, vous mettez maman, maman, maman 10 fois, vous mettez 10 polices différentes. Ça peut y aller quasiment du simple au double. Nous, tous, on s'en fiche complètement. Plus la police est régulière sur les espaces interlettres, plus la fluence sera optimale. Et Handicap et Easy Reading proposent cela. Donc ils apportent une plus-value supplémentaire. Je suis désolé pour le I et pour le L. J'ai pas Handicap là, sinon je vous le ferai avec plaisir. Handicap, c'est avec un H ou avec un A directement? A-N-D-I-K-A. Ah, voilà, parce que je vous le remets tout de on a fait l'expérience, on a téléchargé Handicap avec un H et voilà. On le déconseille à tout le monde. Voilà. C'est flippant. Voilà. Est-ce qu'il y a c'est écrit là, c'est écrit tout à la fin entre parenthèses. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, ici, 2 questions même. Et ce sera les dernières questions. Je suis désolé, mais il faut qu'on avance. Oui, merci, c'était passionnant. Mais il y a un point qui n'est pas clair pour moi. Oui. Est-ce que vous préconisez de trouver la modalité qui va fonctionner pour tous les étudiants, c'est-à-dire faire des documents qui seraient les mêmes pour tout le monde, ou plutôt d'avoir un système de génération de documents qui soit réglable par l'étudiant lui-même, parce que finalement, tous n'ont pas exactement les mêmes besoins. Alors, vous l'avez évoqué, même pour les 10, c'est pas toujours exactement la même chose, même s'il y a sans doute des choses qui marchent plus généralement que d'autres. Mais après, on peut avoir d'autres étudiants qui, eux, vont avoir d'autres préférences. Donc, est-ce que finalement, derrière l'arrière-plan, c'est pas... Il faut absolument qu'on passe à des systèmes de génération de support qui soient adaptables par l'étudiant, individualisables par l'étudiant, plutôt que d'être dans des logiques d'adaptation par les services qui, à mon avis, sont intenables sur la masse. Alors, il y a 2 niveaux de réponse à votre question. La première, je pense... Excusez-moi, je vais encore parler... je vais penser enseignant. Je pense que pour les enseignants, pour qu'on les amène, qu'on les gagne à notre cause et que ça devienne... Moi mon rêve, c'est qu'à l'Université d'Orléans, comme dans toutes, on dise je suis 10 comme je suis brun ou je suis grand, enfin voilà, que ça soit complètement banalisé. Donc je pense qu'il faut qu'on propose des choses les plus universelles possibles à nos collègues, mais en leur laissant, vous avez vu, c'est mon rêve pieux là, en leur laissant du choix quand même. C'est-à-dire, vous avez vu, je coche ou je décoche ce que je veux. Ensuite, au niveau des étudiants, moi je pense que ça sera la vraie solution. Nous avons parlé ce matin, tout en début de matinée, des sites gouvernementaux, notamment celui qui fonctionne bien, des impôts. On sait très bien que là, des moyens sont mis, que là, on va pouvoir modifier 2-3 choses et que c'est l'utilisateur qui choisit. Je pense qu'on doit arriver à penser nos étudiants comme des utilisateurs. Alors, faut-il qu'ils soient des utilisateurs avertis, puisqu'il va falloir que nous les accompagnions, et qu'ils aient la possibilité d'un certain nombre de changements. J'ai répondu, c'est clair. D'accord. J'ai trouvé ça passionnant. J'ai un enfant qui est dyslexique, dyspraxique, on va les 10, tous les 10. Je voulais savoir si cette méthode pouvait s'appliquer à des enfants plus jeunes, vu qu'on a parlé essentiellement des étudiants. Oui, moi ce que je cherche toujours, c'est plusieurs choses. C'est premièrement une solution qui puisse convenir au plus grand nombre et qui bien sûr ne fasse jamais régresser quelqu'un d'autre. Ensuite, ces moyens-là peuvent fonctionner dès tout petit, puisqu'on travaille sur la lisibilité finalement, la lisibilité du texte, et il n'y a rien qui va pouvoir entraver les choses.
Il y a des choses dont je ne vous ai pas parlé. Je l'ai vu passer, je crois que c'était dans votre support, c'était l'idée de mettre les couleurs, les lignes en couleur. Pardon. Ça marche moyennement sur les... Parce que c'est mal perçu par les étudiants. Par contre, sur un dyspraxique, dyslexique jeune, ça marche énormément parce que ça les aide justement à suivre la ligne de lecture, notamment au moment où on automatise les mouvements oculaires et qu'on a besoin de son petit doigt, quoi. Donc oui, ça va fonctionner pour les plus jeunes. Et parfois même, je montre aux enseignants, dans le cadre d'un traitement de texte, comment on peut faire une macro avec tout ça. En un clic, hop, on met tout bien, et je montre aux étudiants. Parce que là encore, c'est des manipulations, et puis je leur donne la macro, comme ça c'est fait. Vous avez un cours Célène ? Ouais. Ok, merci. Il y a un cours Célène. Et peut-être qu'il va nous le donner. On remercie Monsieur Godiveau.